3, 2, 1... Salut à tous et surtout bonne année. Ici 2020 a été sacrément fructueux comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de mercredi et j'espère que 2021 sera encore plus ouf. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur et je vous envoie un maximum de force pour ça. Yes, meilleurs vœux la team. Et du coup pour commencer l'année j'ai décidé qu'on allait se mettre en mode coast to coast. Ouais, l'actu NBA bat son plein en ce moment, et il y a des trucs très plaisants qui ont lieu. Il y a de bonnes surprises, il y en a des plus mauvaises, il y a des confirmations, mais aussi des gars qui crèvent l'écran. Ça, je vais pas le cacher, ça me plaît. Parmi eux, Trae Young, qui me fait clairement halluciner depuis la reprise. Le meneur de jeu, d'un point de vue statistique, continue à affoler les compteurs, mais le plus important n'est pas là. Parce que oui, en parallèle, les Hawks gagnent, et même si ça on pouvait le prévoir un minimum, c'est tout nouveau. Au moment où j'enregistre, là, ce que j'ai vu est très prometteur. Là, on est le 1er janvier, il est midi, et avant-hier, ils ont échoué à Brooklyn, et ils affichent un bilan de 3 victoires pour une défaite. Et il faut savoir que là, dans ma timeline, celle où je suis face caméra, ils s'apprêtent à rejouer contre Brooklyn ce soir. Vous, quand la vidéo sortira, vous aurez la chance de connaître le résultat. Pour mon enquête du jour, vous avez donc des informations supplémentaires, et je vous envie presque. Mais moi, j'ai pas le choix, je vais me baser sur 4 matchs. L'échantillon est très faible, mais c'est le jeu. Je vais essayer de m'appuyer là-dessus pour élaborer des conclusions, ou plutôt des prédictions qui seront très prématurées. Mais vous connaissez, moi ça me plaît de me mouiller. Donc voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais aller surfer sur la vague de Trae Young un peu, pour essayer d'analyser son avenir. J'ai essayé de réunir un max de données sur ces 4 rencontres et je vais m'en servir pour mon enquête. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti pour ce 38e Coast to Coast. Jusqu'où Trae Young peut-il aller ? Allez, pour commencer, on va faire un petit récap du début de carrière de Trae. J'avais déjà abordé son cas lors d'une vidéo, pendant sa saison rookie, donc je ne vais pas non plus m'éterniser. Par contre, c'est quand même important de resituer le contexte et de remettre tout à jour un peu. Car ouais, en 1 an et demi, des choses, il s'en est passé, et tant mieux. Donc commençons par le commencement, le meneur de jeu est issu de la fac d'Oklahoma. Il n'a passé qu'1 an là-bas, mais ça a été amplement suffisant pour se faire un nom. Il faut dire que quand on a des moyennes de 27 points et 9 passes sur une saison, et que l'on est capable de sortir des matchs à 43 unités, ça passe rarement inaperçu. Évidemment. Vite comparé à Stephen Curry en raison de son handle et de sa distance de shoot, Trae Young est choisi à la 5e place de la draft 2018 par les Mavericks, avant d'être envoyé aux Hawks en échange de Luka Doncic. Ça lui collera probablement toute sa vie à la peau, au vu du début de carrière NBA du Slovène. Mais heureusement, en 2 ans, Ice Trae a montré que lui aussi disposait de très belles qualités. Mais avant d'en parler, revenons à ses tout débuts dans la Grande Ligue, qui se sont passés plutôt de manière tranquillou. Ouais, pour résumer, les premiers pas du meneur se passent plutôt bien, sans pour autant être exceptionnels, parce que ouais, il y a beaucoup de déchets dans le jeu de Trae Young quand il entre en NBA. Il obtient néanmoins une place pour le Rising Stars et le Skills Challenge, 2 événements auxquels Young commence à se montrer, et à plaire au grand public. Mais le vrai tremplin a lieu quelques semaines après. Remémorons-nous ce 1er mars 2019, ce jour où face aux Bulls, il enquillera 49 points dans une rencontre s'étant terminée après 4 prolongations. Je me rappelle avoir vu ça depuis mon téléphone à l'aéroport d'Atlanta, justement, un vrai souvenir. Je peux vous le dire, avec cette perf, le mec a soufflé pas mal de monde, moi y compris. C'est d'ailleurs peu après que j'avais sorti ma première vidéo à son sujet, et la hype était super forte. Dans cette vidéo, je me rappelle plus exactement ce que j'avais dit en détail, mais je me rappelle quand même des grandes lignes. Je disais que j'étais très impressionné, parce que je voyais que le niveau du meneur dépassait déjà toutes mes attentes, mais que je voyais plus ça comme un coup de chaud temporaire que quelque chose de vraiment sérieux, qui allait durer. Et le gars m'a fait mentir. Déjà, juste après la sortie de la vidéo, il a enchaîné 4 matchs à 30 points et 10 passes décisives minimum. Boum. Sa saison rookie s'est ensuite poursuivie sur un rythme hallucinant, et Trae Young terminera sa course à la 2e place derrière Luka Doncic, tiens, pour le trophée de Rookie of the Year. Une vraie saison réussie, grosso modo. Ah oui, terminer dans le top 2 des rookies, c'est quand même très bien pour un numéro 5 de draft. C'est sûr, surtout que le mec a montré de très belles évolutions durant sa première campagne. Il est passé de 14 points de moyenne par rencontre avec une adresse affreuse au mois d'octobre à 23 unités au mois de mars, c'est ouf. Mais bon, à ce moment-là, je ne voulais pas trop m'enflammer non plus, car je me disais que Trae Young avait surtout brillé à une période où collectivement les Hawks ne jouaient plus rien. Donc oui, une saison rookie en constante progression avec des moyennes de 19 points et 8 passes décisives, c'est très bien, mais ça ne faisait pas non plus de lui un futur MVP à coup sûr. Surtout quand on voyait qu'il shootait à peine à 41%, qu'il perdait quasi 4 ballons, qu'il ne défendait absolument pas et que les Hawks étaient au fond du classement. Il y avait certaines bases, mais à mon sens, il y avait encore beaucoup de choses à travailler, ou au moins à polir avant de passer un vrai cap. Et là, arrive sa saison sophomore où le gars a commencé sur les chapeaux de roue.
Si vous voulez des détails, écoutez plutôt. 29 points de moyenne sur le mois de novembre, 32 au mois de janvier, des shoots pris de plus en plus loin avec de plus en plus d'aisance et une première sélection en tant que starter au All-Star Game. Ça envoie sérieusement là. Ah ouais, j'imagine que ça t'a fait fermer ta bouche un peu. Eh bien à moitié disons, genre comme ça. Individuellement j'ai trouvé le gars incroyable, mais collectivement les Hawks étaient catastrophiques en s'affichant tout au fond du classement de la conférence Est. Briller seul c'est bien, mais faire gagner ton équipe c'est beaucoup mieux. Pourtant lui c'est toujours défendu de produire des chiffres dans le vide. Je n'ai jamais fait des stats dans le vent, même quand nous perdions il y avait les efforts et la passion pour tenter de gagner. Ce ne sont pas des stats dans le vent. Là, malgré ce discours, je dois avouer que j'ai continué à me poser de vraies questions. Trae Young est-il trop mal entouré ou alors est-ce qu'il ne pratique tout simplement pas un basket qui engendre la win? Sa défense suspecte et ses pertes de balles ne sont-elles pas au moins partiellement responsables des échecs des Hawks? Faut être franc, j'avais vraiment du mal à répondre à ces questions et à me positionner. Pour moi, son absence des teams All-NBA en fin de saison dernière était d'ailleurs très parlante. En NBA, et c'est tant mieux car le basket est un sport co, on préfère récompenser les résultats collectifs aux chiffres individuels, je trouve ça normal. Pourtant, cette absence des sélections All-NBA en a offusqué certains, Trae Young le premier, et je peux le comprendre. Moi, je ne l'aurais pas mis, mais d'autres aussi, chacun ses critères, chacun sa hiérarchisation. En tout cas, pour moi, en arrivant dans sa 3e saison, Trae Young avait beaucoup de choses à prouver pour fermer des bouches définitivement. Ça, je l'ai abordé en long et en large dans ma vidéo qui concernait les 6 joueurs qui devaient absolument franchir un step cette saison. Le meneur des Hawks était l'un d'eux, et à mon sens, au vu du recrutement qui a eu lieu à Atlanta, la défaite devenait interdite. Ah ouais, ça a recruté fort, parle-nous de ça un peu, ça m'intéresse. Yes, j'ai trouvé ce qu'a fait Travis Schlenk tellement intelligent en vrai. Rajon Rondo, Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, Chris Dunn, ça envoie. Ajoutons à ça la draft de Onyeka Okongwu, mais aussi les débuts de Clint Capella, qui jusque-là n'avait pas pu jouer avec les Hawks, et on a une vraie armada. À mon sens, dans cette team, jusque-là, il manquait essentiellement de la défense et des vétérans. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. Surtout que Cam Reddish et DeAndre Hunter entrent dans leur saison sophomore, et que de vrais progrès sont attendus de leur part. Si l'an dernier, l'excuse du manque de supporting cast pouvait passer, pour Trae Young, elle n'est aujourd'hui plus du tout entendable. Là, en fait, je vais être honnête encore une fois. Il y a une semaine ou deux, je me disais que de toute façon, les Hawks allaient win au moins un minimum. Je les voyais même de façon assez légitime dans la course au playoff en fin de saison. Par contre, je pensais que les stats de Trae Young allaient prendre un pet, pour des raisons assez simples. Avec un effectif mieux rempli, j'imaginais que les responsabilités seraient mieux réparties, et que ça enlèverait du poids sur les épaules du meneur. Tout ça pour la bonne cause. Qui se préoccupe des statistiques si l'équipe gagne? Va pas trop vite, j'ai l'impression de la manière dont tu en parles, tes prédictions ont été assez fausses. Tu as raison, en plein dans le mille. Même si je le répète, il est bien trop tôt pour tirer des conclusions définitives, pour l'instant, non seulement Trae Young est exceptionnel, mais en plus, les Hawks chopent des wins sans même être au complet. Déjà, j'ai affiché les stats de Trae là-haut. 33 points et 8 passes de moyenne à plus de 50% au tir, c'est assez irréel quand on a un jeu comme lui, non? Sauf que bon, obtenir des wins contre Chicago, Détroit et Memphis, c'est pas non plus un truc de ouf, ne le cachons pas. Surtout lorsque l'on voit que face à Brooklyn, il y a eu défaite ensuite. Mais plus que les résultats, c'est vraiment la manière qui me plaît. Face aux Nets, par exemple, sans un Kyrie bouillant dans le money time, Atlanta, qui a mené quasiment tout le match, se serait probablement imposé à l'extérieur. Ça, c'est plutôt encourageant vu le niveau de jeu de Brooklyn en ce début de saison. Mais en fait, surtout, je retiens que gagner les 3 matchs face aux 3 équipes qui étaient à la portée des Hawks, ça montre que la team de Lloyd Pierce semble avoir enfin passé un cap. Jusque-là, Atlanta a évité les faux pas, a remporté les rencontres qu'il fallait remporter, et ça, à mon sens, ça compte. Ne pas perdre contre les supposés plus petits est un aspect essentiel lorsque l'on veut être dans la course au playoff. Et justement, là, je tiens à parler un peu de ce qui me séduit chez cette équipe. Le premier élément, c'est Clint Capella, qui la saison dernière, en raison de sa blessure, n'avait pas pu jouer un seul match sous le maillot d'Atlanta. Là, pour cette campagne, pour l'instant, sur les 2 matchs qu'il a joué, il n'a pas montré grand-chose offensivement, mais il s'est montré très actif au rebond et dans la protection du cercle. C'est déjà très bien, surtout que pour le moment, Lloyd Pierce prend ses précautions et ne le fait pas jouer plus de 20 minutes. Je fais partie des gens qui sont persuadés que le pivot a trouvé un excellent fit avec les Hawks. Quand sa santé rassurera tout le monde et que son temps de jeu augmentera, je pense qu'il trouvera peu à peu une vraie place en attaque. Sa capacité à poser des écrans et à couper sur pick and roll est beaucoup trop précieuse. Avec un playmaker comme Trae Young, je suis assez certain que plus on avancera dans la saison, plus ça fera d'étincelles. Parlons aussi de Rajon Rondo. Comment imaginer une meilleure doublure pour Trae? Avec son expérience et sa volonté de transmettre, le champion en titre est le vet idéal au poste de meneur de jeu à Atlanta. Bon, pour l'instant, lui aussi n'a joué que 2 matchs et soyons francs, les chiffres ne sont pas forcément au rendez-vous jusque-là. Le fait qu'il n'ait pas du tout scoré face aux Nets pourrait faire parler d'ailleurs, mais personnellement, moi je ne m'en fais pas. Rondo n'est pas là pour marquer des points, d'autres chez les Hawks font ça très bien. Par contre, apporter son savoir-faire, son leadership et sa science du basket correspondra obligatoirement à ses missions. Et puis en vrai, j'ai beaucoup aimé comment face à Détroit, il a
mis 2-3 points ultra importants dans le troisième quart quand son équipe en avait besoin. Une plus grande attention aux détails permet souvent au team de passer un cap, et là-dessus j'en suis assez sûr. Quand tu as Rondo dans ton effectif, très peu de choses sont laissées au hasard. Et puis comme je le disais, des gars capables de scorer, les Hawks en ont plein le roster. Kevin Huerter et Bogdan Bogdanovic sont de vrais snipers, tandis que Solomon Hill dévoile une efficacité surprenante derrière la ligne depuis le début de saison. Ajoutons à ça les sophomores que sont Cam Reddish et DeAndre Hunter qui mettent dedans de plus en plus régulièrement, et les triples peuvent pleuvoir de partout en Géorgie. Ok, mais la défense au périmètre, notamment avec Trae Young, c'est pas un problème, les Hawks ont quand même encaissé 145 points face à Brooklyn. C'est sûr que vu comme ça, on peut se poser la question. Pour l'instant, les Hawks ont le 4e pire defensive rating de la ligue, et ça peut légitimement inquiéter. Bien sûr, à ce niveau, on ne pourra que regretter les piètres performances de Trae Young, dont on ne pourra probablement pas espérer bien mieux. Ouais, parce que concernant la défense de Trae, je ne pense pas que ça vienne d'un manque d'effort, plutôt d'un manque d'outils. Quand tu mesures 1m85 et que tu as une envergure de 1m88, tu as beau être rapide et malin, c'est dur d'être un lockdown, d'autant plus quand tu ne pèses que 82 kg. Impossible de reprocher au meneur d'avoir des limites physiques, ce n'est pas de sa faute, il n'y pourra rien. En 4 rencontres pour le moment, Trae Young n'a pas fait une seule interception, n'a pas mis un seul contre, et même si ses stats peuvent être mensongères parfois, c'est quand même parlant. Par contre, ce que je trouve un peu rassurant, c'est que du point de vue du defensive rating individuel, Trae Young n'est pas le pire dans sa team d'Atlanta. Quand il est sur le terrain, les Hawks n'encaissent que 112 points par possession contre 115 de façon globale. Cela montre que Lloyd Pierce, en mettant de vrais défenseurs au périmètre comme Cam Reddish et DeAndre Hunter à ses côtés dans le 5 majeur, arrive à cacher les failles défensives du meneur, et ça c'est intéressant. Un peu comme Brad Stevens le faisait avec Isaiah Thomas aux Celtics. Non seulement c'est très malin, mais à mon avis, les chiffres en plus ne peuvent que progresser. Clint Capella, comme on le disait, est encore en restriction de minutes, tandis que Onyeka Okongwu n'a pas joué un seul match. Les deux sont des spécialistes de la rim protection, et je n'ai aucun doute sur le fait que quand les deux seront à fond, la défense d'Atlanta performera mieux. Maintenant soyons cash et disons les choses, malgré tout ça, cette défense ne sera probablement jamais élite, et ça pourrait être un problème. Heureusement, c'est largement compensé en attaque, de l'autre côté du terrain. Sur ce début de saison, personne ne score plus que les Hawks, qui tournent à 128 points de moyenne par rencontre. Ils ont également, et de loin, le meilleur offensive rating de la ligue, et c'est très prometteur. C'est sûr, surtout que là, depuis le début, t'as même pas encore évoqué John Collins. Ah, John Collins, je dois avouer que malgré la hype qu'il y a autour de lui, l'intérieur est l'un des joueurs qui soulève le plus de questions chez moi. Bon après, je suis un peu sévère, hein, parce que ces 30 points face à Brooklyn ont été plutôt rassurants. Par contre, je ne sais pas, pour le moment, je le trouve un peu sur courant alternatif, irrégulier, puis défensivement, ce n'est pas la folie non plus, surtout que Collins, lui, a moins d'excuses physiques que Trae Young. Bon après, je ne m'en fais pas, hein, j'ai tendance à croire qu'il montera en puissance au fil de la saison. Puis en vrai, c'est plutôt positif encore, parce que ça nous donne encore un nouvel axe de progression chez ces Hawks. Ok, je crois que ça suffit, j'ai capté, sur ces 4 premiers matchs, tu es vraiment hypé par Atlanta, mais tu t'éloignes pas un peu du sujet là, ta vidéo c'est pas plutôt sur Trae Young? Si, t'inquiète, j'y reviens, mais ça me semblait important de parler du collectif. Moi, ce que je reprochais au meneur jusque-là, c'était essentiellement de ne pas gagner, et là je pense que je viens de démontrer que désormais, avec ce roster, il a toutes les clés en main. L'équipe est fun à voir jouer, elle semble complémentaire, et je pense qu'elle est bien coachée. Si tout le monde reste en bonne santé et que les Hawks échouent cette saison, il sera difficile de leur trouver de nouvelles excuses à mon sens. Et puis de toute évidence, pour qu'il y ait de la win, il faudra un excellent Trae Young, ça va de soi. En fait, ce que j'aime réellement, c'est la polyvalence offensive qu'il a développée en l'espace de 2 ans. Beaucoup ne le considèrent que comme un shooter et un playmaker, ce qui est déjà pas mal, mais en fait, Trae Young, c'est encore plus que ça. Bien sûr qu'il est un sniper, mais il n'est pas seulement un joueur qui va mettre des shoots à 9 mètres. Le gars est capable d'assurer en catch and shoot, en sortie de dribble, mais aussi à mi-distance ou sur des flotteurs. Doté d'un handle assez incroyable, il peut enchaîner les crosses, les hésitations et les step back face à peu près n'importe qui pour se créer de l'espace, et c'est létal. Ils essaient de l'empêcher de faire ce qu'il veut en lui mettant la pression, mais avec lui, il faut choisir entre la peste et le choléra. Si tu n'es pas assez proche de lui, il va dégainer, mais si tu le prends trop, il va te déborder en dribble. Quand tu es face à un gars adroit qui peut aller dans la raquette grâce à un handle incroyable, ça devient compliqué de défendre. On ne peut qu'approuver, mais dit comme ça, on pourrait avoir l'impression qu'il n'est qu'un croqueur, qui conserve beaucoup le ballon. Mais quand on tourne à 9 passes décisives depuis le début de sa carrière, c'est que forcément on implique les autres un minimum. Non seulement Trae Young a une vision de jeu de faucon, et ça tombe plutôt bien chez les Hawks, mais en plus de ça, il a une panoplie de passes incroyable. Passe avec rebond, passe aveugle, passe dans le dribble, passe lobé, le gars sait tout faire. Pas étonnant que les intérieurs se régalent à ses côtés en pick and roll. Si tu sais poser des écrans et que tu jump un minimum, avec Trae Young, normalement, tu auras tous les ballons qu'il te faut pour te faire plaisir. Mais là-dessus, j'ai envie de dire rien de nouveau par rapport aux saisons passées, c'était déjà le cas. En fait, ce qui est tout neuf et que j'aime particulièrement sur les 4 matchs que j'ai vus, c'est la propension de Trae Young à aller provoquer des fautes. Depuis le début de la saison, il tire 15,5 lancers francs par rencontre, soit le plus gros total de la ligue devant James Harden, deuxième qui lui en tente quand même 3 de moins. En plus de ça, Young est à plus de 90% sur la ligne de réparation, money in the bank donc. Là-dessus, sur l'échantillon qu'on a vu, sa progression est folle. Pour information, il ne tirait que 5 lancers francs par match lors de sa saison rookie, puis 9 lors de sa saison
saison sophomore. Pour le moment, il en tire 6 de plus en moyenne, la différence est folle. Et vu qu'en plus il est adroit, ce sont des points très faciles qui rentrent directement dans sa besace. Ça, à Atlanta, personne ne va s'en plaindre. Trey est un maître dans l'art de provoquer des fautes, c'est aussi simple que ça. Il sait comment déséquilibrer ses adversaires, comment tirer profit de la situation et comment vendre un coup de sifflet. C'est juste incroyable de savoir qu'il peut provoquer une faute dès qu'il en ressent le besoin. Son 15 sur 15 au lancer franc face aux Pistons par exemple a clairement contribué à leur mettre la tête sous l'eau. Et oui, Trae Young est devenu un expert dans l'art de pousser ses adversaires à la faute, utilisant même à la manière d'un judoka leur puissance à son avantage, c'est fort. En essayant de garder les pieds sur terre, pour l'instant les Hawks jouent un très beau basket, et Trae Young affiche le niveau d'une superstar. Ça vous va ceux qui pensent que je suis un hater comme je l'ai lu parfois? En fait, à l'instar de cette équipe des Hawks, Ice Trae est juste très beau à voir jouer. L'observer tourner à 30 points et 10 passes, ça devient une habitude, c'est dingue. Ce n'est pas du tout un hasard s'il suscite autant de hype et attire autant de fans. C'est très difficile d'être vraiment critique avec lui, enfin quand on aime l'attaque, et le souci se situe peut-être ici. Comme le dit la maxime si célèbre, l'attaque fait vendre des places, mais c'est la défense qui fait gagner des matchs, d'autant plus en playoff j'ai envie de dire. Et j'avoue que pour ces Hawks, ça m'inquiète un peu. Autant je les imagine capables de se qualifier, autant à moins de montrer un visage totalement différent d'ici quelques mois, je les imagine très mal passer un tour. J'ai bien peur que les coachs adverses ciblent les failles défensives de Trae Young sans se priver en vrai. Mais bon, on ne peut pas non plus trop leur en demander tout de suite, hein, chaque chose en son temps. Et puis comme je le disais, je pense que Young est suffisamment bien entouré pour au moins limiter la casse de ce côté-là. Sauf que tu dérives encore, ton sujet ce n'est pas de dire jusqu'où les Hawks peuvent aller, mais jusqu'où Trae Young peut aller, c'est ça qui m'intéresse. Ne sois pas si pressé. Si j'évoque les Hawks autant, encore une fois, c'est que pour moi le parcours de Trae Young cette saison dépendra étroitement des résultats collectifs de sa team. Par exemple, si Atlanta termine disons top 3 à l'Est, je vois clairement Young dans la course au MVP, ce qui serait complètement taré. Quand tu cumules des chiffres de 30 points, 9 passes et que tu gagnes, c'est impossible d'échapper à cette discussion, et tant mieux. Mais bon, voir Atlanta si haut, même si c'est possible, nous n'en sommes encore pas là. Quoi qu'il se passe en tout cas, je pense que Trae peut être en course pour terminer meilleur scoreur de la saison, mais aussi dans le top 3 des passeurs, ce serait déjà dingue. Si un trophée de Offensive Player of the Year existait, je ferais probablement de Trae Young mon favori. Maintenant, revenons à ses prédictions, et top 3 à l'Est, même si les Hawks me surprennent jusque là, ça me semble quand même un peu haut pour cette team, même en essayant d'être optimiste. Pourtant quand même, Atlanta à mes yeux possède tous les arguments nécessaires pour participer à ces playoffs. Accomplir un tel objectif serait déjà une réussite, alors n'en demandons pas trop non plus. Et puis si ça arrive, il sera désormais impossible de dire que Trae Young est un loser. Voilà pourquoi je pense que cette saison, si tout va bien, Trae Young sera dans les sélections All-NBA. Peut-être pas first team, mais peut-être bien seconde ou third. Et franchement, au milieu d'arrière comme Kyrie Irving, Luka Doncic, Damian Lillard, Stephen Curry, Ben Simmons, James Harden, Russell Westbrook, John Wall, Ja Morant, Chris Paul et j'en passe, ce serait déjà un très gros accomplissement pour une 3e saison NBA. J'attends donc que pour cette campagne 2020-2021, il en soit là, ce qui serait déjà énorme. Pour la suite, je ne me prononce même pas, car honnêtement, s'il est bien entouré, sky is the limit pour Trae Young. Voilà pour ce qui est de Trae Young et des Hawks, voilà pour ce qui est de mon 38e Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous validez? Dites-moi en commentaire si vous pensez que Trae Young sera All-NBA ou s'il sera dans la course pour le MVP, on sait jamais. Ça m'intéresse de voir les tendances qui se dégagent chez la commu, du coup faites-moi confiance pour lire tous les commentaires avec attention. Sinon je ne le répéterai jamais assez, venez vite nous rejoindre sur la chaîne de Basket Info où on essaye de faire des choses ultra complémentaires à ce que je fais ici. Il y aura évidemment tous les liens dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, aidez cette chaîne à être référencée en vous abonnant, en activant la cloche, en mettant un maximum de pouces bleus et en lâchant vos plus beaux coms. Oui. Le 4 à la suite, baby, y'a que ça de vrai, et encore plus en 2021. Et puis si vous avez kiffé cette vidéo, vous pouvez même faire un tour sur mon Tipeee. Ça soutient chambé. Merci du fond du cœur d'ailleurs à tous ceux qui participent déjà, et gros big up aussi à vous là, qui m'écoutez jusqu'à la fin de l'octro, ça touche. Encore une fois, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, et on se retrouve bientôt. À très vite.